Dernier moment technique, on va dire, avec la dernière table ronde donc, qui va être animée par Antoine Garando du pôle de compétitivité Team 2. Il va vous expliquer brièvement ce qu'est Team 2. Et je le laisse présenter les 6 intervenants. Il m'a promis qu'on tiendrait tout ça dans les délais impartis de 45 minutes. Et C'était pas 1h30 Ah oui, c'était 1h30 non, du coup. Bon. Voilà, donc voilà, merci d'être venu dans la salle. Et Antoine, je te laisse la parole et je lance ta... Merci beaucoup Christophe, merci à tous, merci à la région Nouvelle-Aquitaine de nous accueillir dans cette belle salle. Soyez les bienvenus sur cette dernière table ronde intitulée « Les solutions robotiques et numériques pour répondre aux défis de demain ». Je suis Antoine Garando, chargé d'affaires chez Team 2, chargé d'affaires sur la partie équipement innovant pour le recyclage. Et je suis ravi d'animer cette table ronde aujourd'hui avec vous. Alors, quelques mots d'abord sur Team 2, je serai court. Team 2, c'est le pôle de compétitivité dédié à l'économie circulaire en France. On est basé à Lens, tout près d'ici. Donc on est dédié au recyclage et au réemploi. Et on va travailler 5 domaines d'activité. Les déchets qui contiennent des métaux, D3E, batteries, tout ce qui est séparation des métaux, stratégiques notamment. Dans cette région Hauts-de-France où on parle beaucoup des batteries avec des gigafactories qui vont produire des déchets de production. Tout ce qui est plastique et composite, les organiques jusqu'aux biodéchets. Les déchets du bâtiment. Qu'est-ce qu'on fait de ces millions de tonnes de déchets du bâtiment avec cette filière REP PMCB qui arrive et ces obligations de réemploi notamment. Comment on fait concrètement avec l'innovation pour y arriver? 4e domaine d'activité, justement, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, les équipements du recyclage. On va en parler juste après. À ce titre, Team 2 porte un club, le club des équipementiers français du recyclage. Et le 5e domaine, tout ce qui est boucle d'économie circulaire. On ne va pas parler de matière, on va pas parler de transformation de la matière, ni d'équipement, mais plutôt d'échange de la matière, comment optimiser la logistique, comment tracer la matière entre les différents acteurs. Donc, rôle de Team 2 en tant que pôle de compétitivité, participer, accompagner le montage de projets innovants. Par cela, on entend trouver les bons partenaires académiques, industriels, PME, start-up jusqu'aux grands groupes, à mettre autour de la table pour monter un projet innovant. Un projet innovant dans le recyclage, c'est qui va lever un verrou technologique, qui va répondre à un trou dans la raquette pour mieux recycler, pour mieux incorporer de la matière. Notre objectif, c'est de développer l'innovation pour permettre la production et l'utilisation de nouvelles ressources. Donc voilà, on anime le réseau, un réseau de 190 adhérents en 2022, autant ou voire un peu plus en 2023. Et on met en place tout ce qui est les leviers pour développer des boucles innovantes pérennes pour que l'économie circulaire se fasse concrètement. Quelques mots rapides sur le club des équipementiers français du recyclage. Il a été créé en fin 2017, plus précisément sur Polytech 2018, il a été déclaré comme commençant, je dirais. C'est un club unique en France qui rassemble donc des équipementiers, fabricants et concepteurs de machines pour le recyclage. Donc plusieurs sont autour de la table dans cette salle aujourd'hui. L'objectif, c'est d'identifier les équipementiers comme apporteurs de solutions innovantes en France, donc identifier cette filière de fabricants. C'est identifier les trous dans la raquette, les technologies clés pour compléter la chaîne du recyclage, et puis de permettre à ces équipementiers de communiquer sur leur technologie. On les accompagne sur des projets innovants, on leur trouve des partenaires et des financements. Voilà, à quoi sert Team 2. Juste pour que vous compreniez aussi pourquoi j'anime cette table ronde aujourd'hui avec ces gens autour de moi. Merci beaucoup d'être présents. Donc aujourd'hui, cette table ronde, elle est un peu spéciale dans le sens où nous allons aborder humblement les problématiques qui vont subvenir pour la filière déchets. Alors vous verrez, certaines de ces problématiques sont déjà bien actuelles. Finalement, tout ce qui est les problématiques, les cailloux dans la chaussure des exploitants, des opérateurs. Donc,
On a 45 minutes pour discuter de plusieurs sujets. On a plein de sujets, de problématiques d'avenir, mais on va en aborder 4. La problématique de détection des piles lithium et de prévention des incendies dans les centres de tri, centres de massification, de traitement des déchets. Le sujet de la manutention des déchets volumineux lourds. Tout ce qui est troisième sujet, le démantèlement des produits à haute valeur ajoutée. Notamment les moteurs par exemple les moteurs de voitures électriques. Et puis tout ce qui est caractérisation des déchets, les besoins humains associés à l'IA. On ne va pas parler de l'IA en tant que telle, mais de tous les besoins associés de formation, d'accompagnement des opérateurs quand on développe l'IA dans un centre de tri, par exemple. Autour de la table, pour en parler, Charles Coffian, directeur de l'innovation au sein de Paprec. Bonjour Charles. Philippe Ball, directeur R&D chez Nicolin, à ma gauche, qui lève la main. Thomas Huiban, chargé de mission QSE et recyclage chez Federec. Nicolas Perry, enseignant-chercheur à la droite, tout au bout à droite, en rouge, enseignant-chercheur sur le campus Arts et Métiers de Bordeaux-Talensac, et de Talence, pardon, et qui fait partie du laboratoire I2M, Institut de mécanique d'ingénierie de Bordeaux. Merci d'être présent aujourd'hui. Adèle Olabi, maître de conférence à l'ENSAM, rattaché au laboratoire LISPEN, laboratoire d'ingénierie des systèmes physiques et numériques. Et pour terminer cette belle table ronde, Nathan Danou, directeur technique chez Cycle Research. Bonjour Nathan. Alors, je vous propose, donc en résumé, on a des chercheurs, on a des offreurs de solutions, on a une fédération du recyclage et on a des exploitants de centres de tri autour de la table. On a du boulot aujourd'hui, il nous reste 40 minutes. Alors je vous propose de commencer par un tour de table. Voilà, on a 5-6 minutes par personne. Après, promis, on revient sur vos problématiques pour en discuter. Voilà, pour discuter des problématiques auxquelles vous faites face. Je pense aux 2 exploitants qui sont aujourd'hui autour de la table. Et ensuite, on en discute ensemble et avec vous, public, pour poser vos questions. Charles, je vous laisse la parole. C'est vous qui entamez cette table ronde. Et ça fonctionne. Ça marche. Donc super, bonjour à tous. Les gens qui nous ont précédés vous ont vendu du rêve. Et puis nous, on va vous parler des marmottes qui plient au chocolat parce qu'on est dans la vraie vie. Et il y a quelques intervenants tout à l'heure dont je ne citerai pas les noms. Je ne pense pas qu'ils aient vu du déchet dans leur vie. Ça me paraît un petit peu bizarre. Simplement, je voudrais vous dire que je ne veux pas opposer les différentes technologies qu'on a vues jusqu'à présent. Et on a vu du tri optique, on a vu de l'IA, on a vu des bras qui ressemblent à des bras humains. Et on ne peut pas dire qu'on va avoir une technologie qui va s'imposer, mais je pense que toutes ces technologies vont se mixer pour faire des beaux centres de tri et des beaux déchets à la sortie des centres de tri. Simplement, je voudrais... on a 2 vraies problématiques. On a le développement de la reconnaissance des objets, et peut-être que tout à l'heure on verra quelques vidéos que celle-là, pour parler de la reconnaissance des objets, et on a après la préhension. Je dirais que la préhension, c'est de la technologie qui existe, comme on l'a dit, comme les intervenants précédents l'ont dit, ça existe depuis 50 ans, on a des bras robotisés, on a du tri optique avec des barreaux de buse, on a des clapets, on a plein de choses. Ça, on va se débrouiller, c'est pas le sujet. Et puis on a même un truc qui marche très très bien encore, c'est le personnel humain. Ça fonctionne assez bien. Par contre, pour la détection, ça c'est quelque chose qui se développe très très vite. On a des startups, on a plein de gens qui nous font de l'innovation tous les matins. On a une nouvelle innovation. Bientôt, on aura un chat GPT dans nos centres de tri et il fera tout le boulot à notre place. Mais c'est vraiment 2 choses différentes. C'est les vidéos qui partent ou comment ça se passe? C'est parti, il faut juste le dire. Christophe, on peut lancer? C'est moi, j'ai juste appuyé sur... Ok, alors voilà. Je pense qu'il faut cliquer sur la vidéo en fait. D'accord. C'est pas moi, Je clique. Je peux pas cliquer, en fait, soit je passe. Bon, c'est pas grave. Ah non, c'est bon. C'est simplement pour vous faire voir la problématique de détection. Pour les acheminer jusqu'à l'usine de tri Paprec Trivalo 69, située à Chassieux. Qui sont un gros problème pour tous les centres de tri. On a pratiquement un départ de feu par semaine et des incendies réguliers. Et ce que je voudrais que vous imaginiez, c'est qu'un centre de tri de taille conséquente, vous voyez vos sacs jaunes dans lesquels vous mettez vos poubelles, on en trie 2 par seconde.
Donc vous imaginez bien que tous les objets qui sont dedans, on n'est pas capable de les compter, même si j'ai appris que bientôt les objets allaient nous dire en quoi ils étaient faits quand ils passent sur le centre de tri. Mais ce que je voudrais que vous preniez conscience, c'est voilà le tas qui est à l'entrée du centre de tri, et voilà la masse dans laquelle il faut qu'on puisse éventuellement détecter une batterie au lithium, un téléphone portable, ou un objet qui n'a rien à faire là. Donc 2 sacs jaunes à la seconde, 20 tonnes à l'heure, et là-dedans, il faut qu'on arrive à détecter l'objet qui va nous emmerder pour le reste de la journée. C'est la problématique de détection. Donc après, on a des petites vidéos pour vous faire voir ce qui se passe. Ça, c'est des cartons qui viennent de chez Amazon. Vous récoltez des cartons chez Amazon, normalement, c'est du carton, quoi, il n'y a rien dedans. Bah si, il y avait une batterie au lithium qui était planquée dans un jouet, dans quelque chose qui n'avait rien à faire là. Et il y a un hangar complet qui a cramé parce qu'il y avait une batterie au lithium là-dedans. Donc aller détecter une batterie au lithium qui peut être un badge de télépéage, qui peut être un téléphone portable, qui peut être un sèche-cheveux sur batterie, j'en sais rien, un truc comme ça, c'est super compliqué. Et l'IA qui a l'habitude de détecter des choses récurrentes n'est pas forcément adaptée pour détecter des choses qu'elle verra qu'une fois par an, quoi. Oui, je les ai enchaînés. J'ai compris qu'on était pressé parce qu'il y avait des trains à prendre. Donc, le premier signe d'une batterie au lithium qui va nous poser un problème, c'est la petite fumée qu'on a vue juste avant. Non, ça, c'est pas moi. Bon, c'est pas grave. Voilà, la petite fumée qui est là. La petite fumée qui est là, c'est le signe des embêtements qui vont arriver. C'est typiquement la batterie au lithium qui s'emballe, soit parce qu'elle a été choquée, soit parce qu'elle est en courjus et qu'elle monte en température, mais c'est pas bon signe. Quand on voit cette petite fumée-là, c'est pas bon signe. Et après, instantanément, ce qui se passe, c'est ça. Donc, simplement, voilà. Après, les moyens d'extraction, c'est pas aujourd'hui qu'on va en parler, mais les moyens de détection, c'est vraiment la problématique. Et là, on est dans un cas concret de besoin de détection. J'arrête là. Merci beaucoup, Charles. Donc un sujet sur la détection et potentiellement l'éjection des piles lithium avant qu'elles prennent feu et qu'elles mettent le feu à tout l'entrepôt. Parce qu'on le voit, c'est des matières qui brûlent très très bien. Juste une petite précision, une fois qu'elles sont rentrées sur le centre de tri et qu'elles sont sur des tapis, j'ai plus de problème. Parce que là, on a des machines qui marchent très bien, qui vont les détecter, les gens vont nous trouver des systèmes de détection. C'est juste quand elles sont dans le tas, qui fait 5000 m3 au milieu de plein d'autres déchets. Merci beaucoup, Charles. On aura l'occasion d'y revenir sur ce grand sujet. Je vais continuer avec Philippe Ball de Nicolin. Je vous laisse la parole pour présenter. Maintenant, ça fonctionne. Bon, voilà, on voit un feu dans un entrepôt qui va petit à petit augmenter. C'est un samedi à 18h, donc il n'y a peut-être pas grand monde pour venir l'éteindre à ce moment-là. À vous la parole, Philippe. Alors, moi, je suis Philippe Ball, donc je suis le directeur de la recherche et développement du groupe Nicolin. Le groupe Nicolin, nous sommes spécialisés dans la collecte et le traitement des déchets, mais aussi la valorisation et le tri, et en tout cas dans la prestation de services. Donc nous sommes adhérents de la FNAD, la Fédération nationale des activités de dépollution et de l'environnement, et du SNEFID, syndicat national des exploitants de la filière déchets. Et dans le cadre de nos prestations de tri et de valorisation, bien sûr, nous concevons, nous réalisons et nous gérons des centres de tri de collecte sélective. Le gros problème en tant que prestataire de service, c'est que la continuité du service, et cette continuité de service, bien sûr, ne peut plus être effectuée lorsque nos centres de tri disparaissent, notamment après un incendie. Donc ça, c'est un problème récurrent et auquel nous sommes tous confrontés, toute la profession. Donc, on s'est réunis sous l'impulsion de la FNAD et du SNEFID auprès de l'AFNOR. Enfin, on a participé à des réunions pour essayer d'uniformiser la détection et la détection contre l'incendie, la protection contre l'incendie et aussi la détection contre l'intrusion. Et ça, le problème qu'on a, c'est que tous, étant assurés, on a nos assurances qui nous demandent diverses préconisations. On a les inspections des installations classées qui nous en demandent. On a notre expérience qui fait qu'on
qu'on rajoute à tout ça. Et on a essayé d'uniformiser tout ça auprès de ce travail fait avec l'AFNOR qui a débouché sur la réalisation à venir d'une norme expérimentale. Mais ça, c'est ce qu'on va essayer de faire à travers cette norme expérimentale pour qu'on puisse tous se référer, tous et la profession, se référer à cette norme pour essayer d'avoir une uniformité dans les propositions qu'on va faire pour la détection et la détection incendie. Par contre, moi, je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle, mais ce que je vais faire, c'est vous dire ce qu'on en attend de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on en attend, c'est une confiance, parce que dans la détection incendie, la pire des choses, c'est d'avoir un système auquel on ne fait pas confiance. Notamment, je pense à des systèmes type VESDA ou autres, où on analyse les fumées qui se confondent avec la poussière. Et là, on a des systèmes qui sont demandés par les assureurs, mais qui sont inefficaces par rapport à la poussière qu'on fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on débranche le système. Et alors là, c'est la pire des choses, parce qu'on pense qu'on va détecter les futurs incendies, mais on ne les détecte pas puisque le système est arrêté. Donc ça, c'est la première des choses qu'on va demander à l'intelligence artificielle, c'est de trouver des solutions pour qu'on ait confiance constamment en cette détection pour l'incendie. Parce qu'effectivement, là, on a parlé des piles au lithium. Les piles au lithium, ça fait partie des facteurs qui déclenchent les incendies qu'en fait on importe. Parce que c'est dans les déchets, on n'arrive pas à les détecter, c'est sur place. Et là, il faut un système pour arriver à détecter ces piles au lithium qui, en fait, vont se mettre à chauffer de façon indéfinie, alors pas indéfinie, mais jusqu'à provoquer un incendie, après un choc, après un écrasement ou autre. Et ça, on a besoin de solutions, et c'est pour ça qu'on se tourne vers l'intelligence artificielle. Parce qu'après, on a un autre sujet, c'est tout ce qui est les installations pyrotechniques, comme par exemple les fusées de détresse. Alors là, l'effet, il n'est pas différé, il est immédiat. Mais quand l'effet est immédiat suite à une manipulation, en général, on est sur place. C'est-à-dire que c'est pendant que le centre de tri est en activité. Et là, c'est moins grave, parce que quand on est en activité, on arrive à repérer le feu, on a toujours des engins sur place, on arrive à bouger ce qui commence à prendre feu, donc on trouve toujours des solutions. Dans l'urgence, on arrive à en trouver, il y a des RIA, etc. Voilà. Mais le pire, c'est qu'on n'est pas là. D'ailleurs, la plupart des incendies, la plupart, se passent la nuit ou le week-end, quand justement, il y a une pile au lithium qui effectivement commence par fumer, puis devenir de plus en plus chaude et mettre le feu à un tas qui, dans un centre de tri de collecte sélective, ou même de déchets d'activité économique, c'est un ensemble de cartons, de bois, de papier, de plastique, que des choses qui brûlent. Donc c'est pour ça qu'après, une fois que le feu est parti, c'est presque trop tard. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on ait confiance en cette détection, et c'est ce que peut nous amener l'intelligence artificielle. Et après, par rapport à ce qui a été dit, quand on parle du tri des déchets, là, je pense qu'on est au début de ce que l'intelligence artificielle peut nous amener, parce que finalement, ce qu'on nous a décrit jusqu'à ce matin, c'est plutôt de l'électromécanique que de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pour le tri, ce serait d'arriver à détecter tel ou tel déchet qu'il ne faut pas trier, parce qu'il va souiller les déchets qu'on a triés jusqu'à présent et qui sont triés pour être valorisés. Donc ça c'est ce que pourrait nous amener l'intelligence artificielle. Tout le reste, je vous l'ai dit, c'est de l'électromécanique. C'est aussi d'arriver à détecter, lorsque les déchets arrivent, ce qui peut être valorisé ou pas, ce qui n'est pas de l'emballage, par exemple. Ça, c'est ce que nous, on attend finalement de l'intelligence artificielle. Tout le reste, d'ailleurs, tout le reste existe déjà. Alors que ce dont je vous parle, c'est ce qu'on essaye de mettre au point, parce que c'est ce qu'on nous demande. Et ce qu'on nous demande, c'est nos clients, que ce soit
que ce soit les collectivités ou les entreprises avec lesquelles on travaille, donc que ce soit pour du tri de collecte sélective, donc d'emballage ménager, ou du tri de déchets d'activité économique, nous, il faut que les matières triées correspondent à un cahier des charges. Que ce soit des prescriptions techniques minimales ou un cahier des charges d'un repreneur, il faut qu'elles soient conformes à ce que les matières triées soient conformes. Et ça, c'est ce que l'intelligence artificielle pourrait nous amener en plus de ce tri électromécanique qu'on a et de ce tri affiné par la main de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les centres de tri. On a une trituration des déchets qui fait qu'on les étale. Ensuite, on a un tri optique qui est il faut démystifier, hein, on analyse un spectre lumineux, et puis après il y a des systèmes qui sont soit des buses, soit des systèmes de préhension qui détaillent les déchets par grandeur, par poids, par couleur, par matière, etc. Et puis après c'est quand même la main de l'homme qui nettoie tout ça. Donc voilà, donc à mon avis on en est au début, et l'utilité de l'intelligence artificielle, ça va être justement d'améliorer cette qualité. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il faut se baser sur toutes les... On a entendu parler de data, il faudrait que ça commence à se mettre en place, quoi. Et aujourd'hui, je le vois pas trop, quoi. Voilà. C'est ce que moi, en tant que exploitant de centre de tri, je voulais dire. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Donc cette problématique des piles lithium, des départs de feu, les fusées de détresse qui eux ont un allumage immédiat, pas décalé dans le temps, le tri des déchets grâce à l'IA, en particulier les déchets polluants dans le flux dévalorisable, tous ces sujets-là sont très intéressants et pourront être discutés autour de cette table ronde. Et justement, pour revenir sur la détection et la prévention des déchets dus aux piles lithium, je vais laisser la parole à Thomas Huban de FEDEREC. FEDEREC qui, avec Team 2, a initié un groupe de travail sur la détection des piles lithium qui s'appelle le projet Déclic. Thomas, à toi la parole. Bonjour à tous et à tous. Donc, je suis Thomas Huban, chargé de mission QSE au sein de la FEDEREC. Je ne vais pas représenter FEDEREC comme notre directeur général ce matin l'a déjà fait, mais simplement dire deux mots sur le pôle filière de FEDEREC. Nous sommes aussi chargés de mission qui s'occupons chacun de certaines filières et dont, moi, les sujets transverses liés à l'environnement, dont le risque incendie. Du coup... Sur ce sujet-là, c'est un sujet très important pour nous parce que je vais permettre juste de le représenter un peu et de resituer le contexte, même si nous l'avons déjà abordé tout à l'heure. C'est quelques chiffres, c'est plus de 150% d'incendies entre 2014 et 2019. C'est à peu près 150 incendies par an. Et donc ces chiffres-là ne comptent pas bien sûr les départs de feu qui sont encore plus nombreux et qui sont pour la plupart bien maîtrisés, mais il en reste encore beaucoup qui passent malheureusement. Et ces incendies sont pour nos centres de tri et de recyclage ont beaucoup de causes diverses, notamment sociales, parce que c'est la protection des salariés de nos adhérents qui sont exposés à ce risque quotidiennement. Et donc ça peut... outre le risque évident lié à l'incendie lui-même, c'est aussi une augmentation de niveau d'anxiété de certains salariés ou certains salariés qui ont malheureusement dû quitter la profession. Donc aussi, ça a des conséquences économiques, bien sûr, sur des pertes financières ou des pertes d'investissement. C'est aussi des conséquences environnementales sur la pollution de l'air, de l'eau et du sol. Et aussi des conséquences politiques et sociétales sur l'acceptation de nos installations avec le voisinage. Et notamment l'opinion publique. Donc à toutes ces causes-là, enfin à toutes ces conséquences-là, excusez-moi, il faut aussi rajouter la conséquence au niveau du secteur assurantiel pour lequel on a constaté un certain désengagement. Donc on fait passer le mot et on dialogue avec eux pour leur dire qu'on est rassurable, mais ça reste parfois compliqué, notamment pour nos plus petites PME, nos adhérents qui ont parfois du mal à se rassurer ou qui voient des primes très élevées. Et donc, on a pu recenser différentes causes à ces incendies, notamment la hausse des volumes traités par nos centres, avec un gisement de plus en plus complexe, donc qui retarde encore le tri et qui augmente les stocks.
notamment avec le durcissement de la législation relative au transfert transfrontalier de déchets, donc qui dit moins de déchets qui s'en vont dans nos pays voisins, dit plus de déchets à traiter en France, donc qui augmente encore le niveau des stocks et des déchets à traiter, et encore la réduction des capacités d'enfouissement. Donc, et ajouté à toutes ces causes-là, d'augmentation du nombre d'incendies, il y a évidemment notre sujet pour lequel on va un peu plus parler en détail, c'est le sujet des piles et batteries au lithium qui se retrouvent dans nos centres. Ce flux est en constante augmentation ces dernières années, et une des problématiques, c'est la diversité des flux concernés. Et parce que c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que lorsque ces piles et batteries arrivent dans des centres où elles doivent arriver, ça se passe très bien, mais malheureusement, il y a certaines piles, comme on pense par exemple aux petites piles lithium qui sont dans les cartes postales ou des petites enveloppes pour les anniversaires. On n'y pense pas forcément, mais c'est des déchets problématiques. Et donc, ces piles sont un vrai souci. On a essayé de faire quelques actions au sein de Fédérec, on a essayé de sensibiliser nos adhérents, les pouvoirs publics, on a dialogué avec les autorités et les assureurs pour faire avancer les choses, et nous continuons à le faire. Et on a aussi fait des actions, nos adhérents ont aussi fait des actions, ont beaucoup investi pour la détection, avec du gardiennage, avec des caméras thermiques ou optiques, et donc toutes ces choses-là coûtent beaucoup d'argent. Ils ont aussi investi pour la lutte dans des lances à incendie, mais toutes ces choses ne suffisent pas, et on constate encore des incendies et des départs de feu. Et notamment, je tiens à souligner aussi que ces investissements prennent parfois plus de temps pour les plus petites entreprises qui se voient déjà sujets à beaucoup d'obligations environnementales. Et donc, c'est une vraie problématique. On a quelques propositions, mais je vais m'en faire l'économie ici, parce qu'on a beaucoup. Mais notamment, ça passe aussi, une des solutions, c'est la sensibilisation du grand public pour les gestes de tri, la répartition de la responsabilité vis-à-vis des éco-organismes, et l'amélioration et l'harmonisation des schémas de collecte qui pourraient améliorer les choses. Et donc, une de ces propositions aussi, et une des solutions, c'est évidemment de ce projet Déclic pour lequel je vais vous parler. Est-ce qu'Antoine, tu peux... le bouton, c'est celui-là ? Ok, super. Et donc, pour le projet Déclic, c'est un projet en partenariat avec Team 2, qui a pour but la réalisation d'une étude de faisabilité pour l'éjection et la détection des batteries au lithium dans les centres de tri et dans les lieux de stockage. Ce projet, nous mettons en lien du coup nos adhérents Fédérec avec Team 2, et grâce à Team 2, on permet d'identifier les différents cas d'usage et les solutions existantes, faire un état de l'art de ce qui existe aujourd'hui. Et ensuite, on met en commun, du coup, on recherche des partenaires, et on met en commun du coup nos adhérents et ses partenaires via des AMI pour essayer si jamais il y a des solutions existantes, de les mettre en place et de les tester, ou au contraire de innover et de trouver d'autres solutions qui n'existent pas encore aujourd'hui pour la détection de ces piles et batteries au lithium. Et une fois ces solutions retenues, nous les expérimentons dans des conditions réelles d'exploitation, dans un format sprint de 6 mois. Ça veut dire qu'une fois l'étude réalisée, donc, on expérimente ces solutions, on voit si elles fonctionnent, si elles ne fonctionnent pas, ou est-ce qu'on peut les améliorer. Et pour au final aboutir à des études qui fonctionnent pour essayer de résoudre cette problématique de détection et d'éjection des batteries au lithium dans nos centres de tri. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas. Et une fois validé, du coup, ces démonstrateurs pourraient être disséminés aux autres adhérents de Fédérec pour que n'importe quelle soit la taille de l'adhérent, grand groupe ou petite PME, qui soit capable de prendre à bras le corps cette problématique des batteries au lithium et des départs de feu. Tout à fait, exactement. C'est aussi un des intérêts de ce projet, c'est toutes les entreprises n'ont pas forcément les moyens d'aller dans l'innovation, et donc c'est aussi un moyen de mettre en commun les informations et de pousser les adhérents qui peuvent le faire à le faire en lien avec des pouvoirs de solutions, et aussi à diffuser les solutions retenues et à permettre aux plus petites entreprises de bénéficier de ces solutions. Merci beaucoup Thomas. Et du coup, il y a un gros intérêt, il y a un gros travail à faire sur tout ce qui est accord de consortium, parce que la propriété intellectuelle dans ce genre de projet avec multi-partenaires, ça peut être assez touchy. Donc Team 2 accompagne
dans le montage de projet ces aspects-là de propriété intellectuelle pour que tout le monde puisse avoir les retombées de son travail. On va continuer sur d'autres problématiques. On va vous parler ensuite du démantèlement. On voit bien, vu la multiplicité des équipements électroniques, électriques, je pense par exemple aux trottinettes électriques qui contiennent des aimants. On a une problématique de démantèlement qui va arriver à extraire les composants valorisables, fonctionnels, pour recycler ou pour réemploi. Autour de la table pour en discuter, Nicolas Perry, je vous l'ai déjà présenté. Nicolas, je te laisse la parole pour présenter l'ENSAM et ton implication sur le sujet du démantèlement. Allez, si tu passes au slide suivant sans vouloir abuser de ta gentillesse. Donc bonjour à tous, Nicolas Perry, merci pour cette journée très intéressante et pour tous les organisateurs et la qualité des orateurs. Franchement, c'est une journée très très plaisante. Arts et métiers, juste pour vous dire très rapidement, Arts et métiers, une école d'ingénieurs qui a des laboratoires de recherche. L'établissement se positionne au maximum pour pouvoir former nos jeunes et comme futur acteur on va dire ingénieur pour la transition. On a historiquement une culture, et vous nous identifiez certainement très fort vers l'usine du futur, l'industrie 4.0. On en a parlé, il y a beaucoup de briques technologiques qu'on a évoquées aujourd'hui sur ce sujet-là. Et mon propos, moi sur Bordeaux, I2M, laboratoire de rattachement, Adel Olabi sur l'île, l'ISPEN, c'est vous montrer que dans nos activités, nos sujets de recherche, et qui transfèrent vers ce qu'on fait en pédagogie, les enjeux de fin de vie, gestion des déchets, économie circulaire, éco-conception, c'est des éléments clés de l'établissement qu'on veut mener donc en pédagogie, en recherche et en transfert. Pour rappel, Arts et métiers, 250 ans d'âge, alors ça c'est pas utile, mais Chambéry, l'Institut de Chambéry, 1995, les thèmes éco-conception, recyclage, c'était à l'époque finalement un enjeu peut-être et un thème qui était beaucoup moins parlant qu'aujourd'hui et qui a apporté beaucoup d'ingénieurs formés et qu'on retrouve dans certains de ces acteurs. Juste pour dire deux mots et puis je cède la parole à Adèle, sur Bordeaux, on porte une envie forte qui est... alors moi j'ai les deux pieds dans la fin de vie de produit depuis un certain nombre d'années, j'adorerais plutôt que de trier du broyat, récupérer du composant fonctionnel pour pouvoir le réutiliser pour de la réparation, mais pourquoi pas de la fabrication de nouveaux produits. On voit qu'on a des soucis pour accéder à de la matière première, on a des soucis pour approvisionner des composants. Donc, est-ce qu'on sait mettre tout ce qu'on a comme bonne technologie pour assembler des produits ? Eh bien, plutôt pour les déconstruire, les désassembler, mais en étant intelligent et garder la fonctionnalité et la valeur fonctionnelle de ces composants en sortie des produits. Je laisse la parole à Adèle, qui est notre expert robotique finalement dans notre périmètre. Merci Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Donc Adel Olabi, enseignant-chercheur aux arts et métiers. Tu peux laisser juste 2 minutes s'il te plaît. Moi je fais partie du laboratoire l'ISPEN, qui est un laboratoire multisite. Vous voyez les 3 sites en cercle orange. Donc Aix-en-Provence, c'est un site avec une équipe qui est spécialisée dans l'ingénierie des systèmes et de maquettes numériques. Cluny, qui est une équipe qui est spécialisée dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et donc, moi, je travaille sur le campus de Lille. Dans l'équipe l'ISPEN, on est spécialisé dans le domaine de la robotique et la cobotique et l'intelligence artificielle et l'efficacité opérationnelle. Et donc, vous voyez quelques photos de nos plateformes technologiques qui permettent de développer des démonstrateurs, on va dire, avec une maturité au niveau TRL 7 ou supérieur. Donc avec des validations expérimentales sur des matériels à l'échelle 1. Donc on avait choisi, si vous passez s'il te plaît, ensuite, ouais, on a choisi quelques exemples de solutions robotiques qu'on avait développées, notamment pour des problématiques d'assemblage, mais qu'on pourra généraliser pour les désassemblages avec toutes les problématiques après qui vont venir avec. Donc on a développé des solutions notamment pour l'aide à l'opérateur. On a parlé depuis dans plusieurs interventions sur l'aide de l'opérateur, améliorer les conditions de travail pour les opérateurs, réduire le risque de TMS, donc troubles musculo-squelettiques pour les opérateurs, notamment grâce à cette génération de robots qui est les robots collaboratifs qui permettent de coopérer ou partager les zones de travail avec des opérateurs. Donc on avait choisi quelques exemples qui peuvent s'intégrer dans le contexte de désassemblage, avec un exemple de projet, peut-être Nicolas qui va développer plus. Donc on a des solutions de préhension par démonstration. On va montrer des exemples aux robots
pour la prise et montrer comment faire la prise pour des objets fragiles, comme vous voyez ici l'ampoule, pour dire il y a une zone autorisée, une zone interdire, donc il permet de faciliter la tâche. Ce qu'il faut savoir ici, ce qu'on essaie de développer aussi comme solution, donc le robot il sera là à l'aide de l'opérateur, et ce qu'on essaie de faire aussi, de faciliter la tâche à l'opérateur pour intégrer le robot dans les tâches qu'il doit réaliser. Donc la robotique classique, on programme le robot pour aller d'un point A à un point B, ouvrir une pince, faire une préhension. Là, l'idée aussi, c'est de faire ces tâches-là sans avoir à programmer le robot de A à Z, sans maîtriser le langage de programmation du robot, sans avoir des bases techniques solides dans le domaine de la robotique. D'autres tâches, comme la 12e image qu'on voit à gauche, c'est pour les opérations d'assemblage, par exemple, où le robot il sera là pour aider l'opérateur à aller chercher une clé, préparer en pièces pour une étape suivante. On est toujours dans ce contexte de coopération, collaboration entre l'homme et la machine, tout en gardant la sécurité, bien évidemment, des opérateurs. Et après, forcément, on a des opérations classiques, ce sont des vissages, par exemple, en mettant une visseuse au bout du robot. Ce qu'il faut savoir, là, dans le contexte de recyclage, notamment pour le désassemblage de l'électroménager ou des moteurs de voitures, de moteurs électriques, par exemple, la difficulté, elle sera, c'est d'aller travailler sur une machine ou un système qu'on ne maîtrise pas. La différence entre le désassemblage et l'assemblage, c'est que pour l'assemblage, on connaît en avance les étapes, donc on sait qu'on doit aller chercher en pièce, à quel endroit il faut la positionner. Quand on va parler de la désassemblage, si on n'a pas un modèle complet, un modèle numérique, avec toutes les composantes qui sont à l'intérieur de ces pièces, donc la solution robotique, elle sera ce qui sera plus difficile à mettre en œuvre. Et là, on peut faire intervenir un opérateur pour partager aussi la prise en décision, pour participer à la prise de décision par rapport aux tâches réalisées. Donc on vous a donné ici, on a mis quelques exemples des travaux de recherche qui sont en cours ou qui vont démarrer bientôt, donc notamment en thèse avec le laboratoire Lamy H à Valenciennes, donc sur la répartition de des tâches en dynamique par rapport aux opérations de désassemblage. Ici, l'exemple qui sera traité, c'est les petits moteurs. On a d'autres travaux aussi dans le cadre des assemblages, c'est notamment des travaux sur l'analyse d'état d'usure par vision. Et vous avez un exemple à droite sur la maintenance prédictive. Là, c'est pas un exemple de tri, il y a d'autres gens qui sont plus compétents que nous par rapport à ce domaine, mais c'était en solution technologique qu'on avait développée pour une entreprise qui a fait la demande sur la maintenance prédictive avec la vision et l'intelligence artificielle. Je serais ravi de répondre aux questions si vous en avez après, mais je vous laisse la main à Nicolas. Je vais pas m'attarder, juste pour dire que on essaye de développer avec plusieurs laboratoires dans une cellule dont on imagine qu'on ait assez de technologies diverses pour pouvoir recevoir des produits qui ont vécu, donc dont on n'a pas forcément, on va dire, la nomenclature, la gamme de désassemblage. Donc, il faut connaître le produit, peut-être gérer ses défauts, et puis construire un schéma d'accompagnement tout robotisé, cobotisé, avec beaucoup d'opérations humaines pour récupérer des composants. Ça pose les questions, lesquels sont pertinents économiquement, fonctionnellement. Et à l'issue de ça, qualifier aussi ces composants avant de les remettre sur le marché. Il y a de la donnée, il y a du jumeau numérique, il y a de l'IA, plus toutes les briques technologiques un peu physiques pour gérer ça. Et puis aujourd'hui, on vise la chaîne d'énergie, batterie, moteur, convertisseur de puissance, et puis gros électroménager qui est un enjeu. Et on a d'autres produits sur lesquels on travaillera après certainement. Merci. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Adèle. Sur la partie de démantèlement, dans les centres de traitement, on voit arriver des produits de toutes sortes, de toutes années, de toutes modèles, avec parfois ils sont abîmés, parfois ils sont salis. Il y a un travail de caractérisation qui doit être fait pour savoir est-ce qu'on tente là un démantèlement, est-ce qu'on le recycle comme tel parce que ça vaut pas le coup, parce qu'on voit peut-être que sur certains modèles on va pas savoir le démanteler. Est-ce que il y a un travail, j'imagine, entre l'ordinateur et l'humain? Il y a une première étape qui est un diagnostic produit. Pour déjà savoir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore de fonctionnel dedans pour aller travailler, et puis analyser aussi ce produit par rapport à soit une image nominale qu'on a parce que
comme ça a été présenté sur la table ronde précédente, il y a de plus en plus de partage de données, et donc on a peut-être des données, et puis voir est-ce qu'il a subi des chocs, est-ce qu'il a été corrodé, est-ce qu'il a été déjà plusieurs fois manipulé, transformé, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment de la connaissance et de l'aide au diagnostic, donc il faut des opérateurs, il y en aura toujours, mais une certaine intelligence en phase amont, et puis pendant tout le suivi, et puis en phase sortie pour requalifier aussi les produits. Merci beaucoup Nicolas. Je me tourne vers Nicolas et Paprec, avec Philippe et Charles. Comment ça résonne de votre côté? Est-ce qu'il y a déjà eu des projets de démantèlement? J'avais en tête pour Paprec le projet Magnolia sur l'extraction des aimants. Est-ce qu'il y a déjà eu des avancées? Je crois qu'il a commencé en 2022 ce projet. Il y a déjà des avancées sur le parti de démantèlement? On a deux principaux projets sur le démantèlement qui tournent autour du VHU et des matériels connexes. Les batteries des VHU, encore des batteries au lithium, et les moteurs électriques de ces 10 VHU. La problématique, si on veut imaginer un jour de robotiser ça, c'est qu'il faudrait que les fabricants s'entendent et fassent tous les mêmes batteries et tous les mêmes moteurs. Parce que si vous essayez de démanteler un moteur électrique de Prius et un moteur électrique de Tesla, ça n'a juste rien à voir. Donc aujourd'hui, c'est une grosse difficulté d'avoir zéro uniformité entre différents déchets. Et si vous rajoutez en plus là-dessus la batterie qui a été pliée en deux dans un accident et le moteur qui a cramé, c'est pas du tout la même chose. Donc le monde du déchet est totalement opposé à la robotisation. Il n'a pas envie. Mais par contre, se mettre en place aujourd'hui tout un tas de responsabilités élargies des producteurs, avec finalement le tas de déchets qui existait auparavant, il va être scindé en plusieurs types de déchets. Et là, une fois de plus, j'ai entendu parler de cobotique, peut-être qu'il faudra adapter cette recherche en fonction des demandes que nous, professionnels du déchet, on va être obligés de faire pour répondre au cadre législatif qui se met en place, puisque là on parle des moteurs de véhicules électriques, mais tous les déchets vont être pris un par un, donc il faudra adapter des solutions spécifiques à chaque déchet, électrique ou autre d'ailleurs. Merci beaucoup pour ce retour. On pourra en discuter juste après. Alors on pouvait pas aborder une table ronde prospective sur l'avenir sans aborder plus en profondeur le sujet de l'IA. Alors pas l'IA, on va pas vous parler d'algorithmes, mais plutôt tout ce qui gravite autour, avec Nathan Danou de Psycle Research. Nathan, je te laisse la parole pour présenter Psycle et ce qui est pour toi les problématiques à venir sur l'intelligence artificielle pour le traitement des déchets. Merci Antoine. J'aime bien comment tu as introduit la chose. En effet, parler de l'IA aujourd'hui, c'est un peu une ineptie dans le sens où l'IA, ça n'existe pas. Ce qu'on a, c'est des algorithmes, c'est des plus ou moins intelligents, plus ou moins bien appliqués à leur environnement physique. Et c'est un peu l'approche qu'on a chez nous, Psycle. Donc on est une petite entreprise qui a un peu plus de 5 ans maintenant, dont le but est de traiter la non-qualité chez les industriels. Et alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le tri de déchets? Il se trouve qu'on est resté assez généraliste et au final, les problématiques de non-qualité, de conformité produit visuelle, hein, j'entends, ça ressemble un peu à du tri de déchets, caractériser les différents types de produits. Et donc, on allait progressivement à l'aide d'intégrateurs. Et je souligne vraiment ce point-là, parce que sans eux, on ne pourrait pas déployer une machine, sur des problématiques en production de tri de déchets. Et on arrive un peu avec une expérience dans le domaine industriel standard, dans les secteurs où il va falloir traiter les non-qualités sur des produits de consommation. On arrive un peu avec une expérience de gestion de projet, et c'est vraiment ça aujourd'hui qui, je trouve, doit être souligné. On a entendu plein de belles choses sur les technologies aujourd'hui, on a entendu plein de belles choses sur ce qui peut être implémenté. Pour nous, en fait, l'expérience qu'on a du terrain, c'est qu'il n'y a pas de magie. Il y a un process à respecter, il y a du temps à passer. On reste sur des solutions qui sont nouvelles, qui n'ont potentiellement jamais été appliquées. Alors, la technologie existe, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été appliquée chez tel industriel, dans tel environnement. Et donc, il est normal, en fait, aujourd'hui, de devoir passer du temps sur ces sujets-là. Donc, voilà, c'est un peu le regard à travers lequel je voulais présenter ça. C'est qu'il n'y a pas de magie et il faut passer le temps nécessaire pour déployer et arriver en production un système qui convient
aux industriels du milieu, puisqu'à la fin de la journée, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on répond aux besoins premiers. Et je rejoins tout à fait Monsieur Ball de chez Nicolin. Les cas de machines débranchées parce qu'on n'a pas confiance en ces machines, je trouve ça personnellement terrible parce que potentiellement ça pourra arriver à nous aussi. Et c'est une grosse faute, je trouve, des fournisseurs potentiellement de solutions dans ce milieu. C'est de vouloir forcément fournir un produit standardisé, mais ça n'a pas de sens en fait. Chaque technologie, chaque solution qui va être implémentée chez un industriel aujourd'hui doit être spécifiée exactement au besoin final. Et voilà, ça nous c'est ce qu'on porte depuis 5 ans chez Cycle, c'est d'essayer vraiment d'avoir cette approche très individualisée selon chaque projet, quelle est la problématique à traiter. Du coup, chez Cycle, vous avez peut-être assez de recul pour voir quels sont les profils, quelles sont les compétences, je dirais, qui sont nécessaires pour appliquer l'IA dans l'entreprise. C'est quoi? C'est des opérateurs qui sont capables de étiqueter les images. Il y a un terme particulier pour ça? En termes de compétences techniques, évidemment, il y a la partie scientifique, ingénierie. Et donc là, on devra forcément faire appel à des ingénieurs, des scientifiques des données, comme on appelle les data scientists. Par contre, sur la partie très concrète, sur le terrain, il n'y a pas de compétences techniques très particulières à avoir. Par contre, comme tu le soulignes, annoter une donnée, c'est tout un métier. Et nous, c'est ce qu'on voit, que ce soit sur le tri de déchets ou sur nos autres projets. On peut penser que c'est simple, mais de le faire sur 100, 1000, 20 000 données, parce que nous, on est sur du traitement supervisé, donc on a besoin d'avoir des données annotées. Là, c'est très compliqué, parce que là, on va rencontrer des problématiques de tel opérateur a dit ça, tel autre opérateur a dit ça, telle autre personne en qualité a dit ça, et donc il n'y a personne qui est d'accord. Et donc là, on se retrouve sur des problématiques très standards, en fait, qui ne vont pas vous étonner. Hein. C'est des problématiques humaines, c'est des problématiques de se mettre d'accord ensemble. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'on a le plus à traiter au final. Le postulat qu'on a remarqué au fil du temps, on n'a pas encore une énorme expérience, mais c'est qu'au final, la technologie, elle est déjà là. Et pour le traitement visuel, on arrive à faire de très belles choses avec les algorithmes qu'on peut trouver des fois sur étagère, avec les caméras qu'on peut trouver aussi sur étagère. On arrive à faire de très belles choses. La question, c'est surtout comment on va traiter le problème humain autour de ça. Et nous, c'est ça qui nous prend le plus de temps aujourd'hui, honnêtement. C'est pas la technique, c'est pas la technologie, c'est vraiment qui va annoter les données, comment, combien de temps ça va prendre, est-ce qu'elles sont bien annotées, faire des cycles d'itération très courts pour valider tout ça. Voilà, c'est ce qui nous prend énormément de temps aujourd'hui. On peut développer des technologies innovantes, mais derrière, il faut transformer l'essai. Et c'est l'humain qui transforme l'essai. Si on prend l'analogie rugbystique, puisqu'on est dans la région, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Alors, on a encore quelques minutes pour... donc là, on a vu pas mal de sujets. Si, Christophe, non 45 minutes, on avait dit. Franchement, vraiment, je sens plein de gens qui ont des questions à poser. Là, il y a une vraie tension dans cette salle. Non ? Bon, Christophe, merci. Merci à tous. Merci aux intervenants pour cette très belle table ronde. Merci beaucoup. Ah oui, on fait monter le suspense, en fait. Ok. À vos questions. Et je le répète, pour pouvoir contacter les intervenants facilement, vous passez par la plateforme d'inscription. Vous faites le petit travail que je vous ai conseillé de faire avant la pause déjeuner, c'est-à-dire que vous allez bien renseigner votre profil, dans quelle société je travaille, en gros l'activité de la société. Et puis après, effectivement, on avait défini 2 types de catégories d'entreprises, soit acteurs du déchet et avec des typologies, alors soit les typologies de déchets, soit positionnées sur collecte, tri ou recyclage, ou les 3, etc. Et puis après, offreurs de solutions, on avait défini de mémoire 7 ou 8 catégories d'offreurs de solutions. Ça allait de la robotique au numérique en passant par les capteurs. Donc décrivez-vous le plus finement possible à travers le profil participant à l'événement, et vous avez la main pour le faire à travers les différents mails que vous avez eus. Et après, vous verrez, vous pourrez vous contacter très simplement si vous le souhaitez après le colloque. Alors là, j'ai dit ça, mais en fait, c'est moi qui parle à la place des questions de la salle, donc c'est peut-être pas très bien, mais allez, une question et après on passe à la clôture. Allez, profitez-en, les accusés sont dans les box.
Heureusement que vous êtes là, hein, je peux poser des questions. Poser la question. Juste une petite question pour monsieur de Nicolin et monsieur de Paprec. Mettre par exemple, en termes de budget, une machine qui trierait, je ne sais pas si je vous dis une machine à 1 million d'euros, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup pour vous? Est-ce que vous avez les moyens de vous payer des machines qui peuvent trier avec de l'IA, de la vision, des robots, des trucs qui valent super cher? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous pouvez payer ça concrètement? Alors moi, je vais vous répondre très clairement. Nous, on n'achète rien. Nous, on achète si on a vendu déjà. C'est-à-dire que si la prestation qu'on va faire nécessite une machine qui vaut 1 million d'euros, eh bien, on l'achètera, on la trouvera. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant que prestataire de services, on ne fait pas de recherche fondamentale. Moi, vous savez, je suis le directeur de la recherche et développement du groupe Nicolin. Et quand je définis ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver en fait des solutions qui répondent aux attentes de nos clients. Donc, si la prestation qui est demandée nécessite un outil, quel qu'il soit, on l'achètera. Sinon, on n'a pas besoin, nous. Et c'est aujourd'hui le problème qui se pose avec la nouvelle mobilité, où on nous demande des véhicules électriques, des véhicules hydrogène, mais qui sont hors de prix. Nous, on les propose. Si on arrive à les vendre, on les proposera. Sinon on ne pourra pas. Voilà. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, si demain vous me trouvez une machine qui est capable de prendre des trottinettes, des moteurs de voitures électriques, et puis de l'autre côté me sortir les aimants permanents, et qu'elle vaut 7,5 millions, je la prends. Par contre, si c'est juste pour trier des couches culottes, je la prends pas. C'est vrai que les terres rares, ça se vend mieux que les couches culottes usagées. Une dernière question, Christophe? Oui, c'est vrai que j'avais dit 2, donc... Et je vais me poser la question juste parce que tout à l'heure, j'ai peut-être donné l'impression qu'on était anti-robotique et anti-évolution. On a un robot à La Courneuve qui trie du bois dans les encombrants dont l'IA a été fabriquée par Psycle et qui fonctionne très très bien, on en est très très content. Et on utilise combien? 350 machines de tri optique plus ou moins intelligentes sur nos centres de tri, et elles fonctionnent très très bien aussi. Il ne faut juste pas imaginer que demain on va robotiser. Encore une fois, demain vous voulez récupérer les aimants permanents dans les moteurs électriques qui en contiennent. Vouloir utiliser un robot qui va démonter des moteurs de Tesla, de trottinettes, de machines à laver, et que ce soit le même robot qui fasse tout ça parce que dans le moteur il y a son schéma et ce qu'il contient. Pour l'instant, c'est une vue de l'esprit. Mais peut-être que ça viendra. C'est l'idée de cette table ronde, d'explorer l'avenir. Et merci encore à tous ces intervenants qui ont donné leur vue de l'esprit pour l'avenir. Et parfois des problèmes concrets du terrain. Merci à vous pour vos questions et pour cette participation. Merci à l'ADI et merci à la région Nouvelle-Aquitaine et à tous les participants et les intervenants.